Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 5 novembre à la une de cette édition. L'interview bilan d'Annick Girardin. Patrick Millan est allé à la rencontre de la ministre des Outre-mer la semaine dernière pour aborder les différents aspects du plan gouvernemental pour l'avenir de Mayotte, 6 mois après son dévoilement. En marge des éclaircissements sur l'avancement des mesures et actions à mettre en œuvre, la ministre rappelle que la population mahoraise peut suivre l'évolution du plan sur le site internet Transparence et s'adresser directement au préfet et au ministre si elle le souhaite. Marion Tellier. C'est la première fois qu'elle s'exprime à propos de Mayotte depuis plus de 5 mois. Le 15 mai dernier, Annick Girardin dévoilait les 53 engagements de l'État pour l'avenir de l'île. Une annonce rapidement rattrapée par les réalités des tensions diplomatiques entre les Comores et l'île aux Lagons. Moroni décide en effet de bloquer les reconduites de Comoriens entrés illégalement sur le territoire en mars dernier. Un paramètre qui affecte les actions devant être mises en œuvre pour la lutte contre l'immigration clandestine. Il y a des moments où la reprise, la reconduite a été possible et puis vous le savez, il y a des hauts et des bas, il y a des événements aux Comores qui ont fait qu'on a eu à nouveau quelques interruptions et là, ça effectivement, c'est quelque chose qui a repris. Il est important de dire que la relation elle est difficile, ouais. Bien sûr, mais on sait tous, et à Mayotte également, que le développement de Mayotte, avec un équilibre en termes de démographie, c'est aussi le développement des Comores. Un développement que l'on pourrait penser compromis par la crise insurrectionnelle qu'a traversée Anjouan au cours de ce dernier mois et l'arrivée d'insurgés sur le territoire mahorais. Beaucoup dénoncent les dérives autoritaires du président Azali Assoumani, qui pourtant sera reçu par le président Emmanuel Macron aux cérémonies du 11 novembre. Si les accords sont d'ici là pas remis en cause, si on peut aller plus loin dans un travail collectif, s'il y a l'engagement effectivement des Comores et de son président, il n'y a pas de raison que le président ne soit pas accueilli le 11 novembre. Mais vous savez qu'à chaque fois, moi j'ai toujours dit qu'il faut déjà montrer de la bonne volonté et pas du côté français, du côté comorien. Et c'est moi, en tant que ministre des Outre-mer, ce que j'attends. Et je suis comme les Comoriens, j'attends ce geste des Comores. Même si j'ai aussi été secrétaire d'État au développement et à la francophonie, vous le savez, dans mon parcours, et je sais quelle est la détresse des Comoriens et des Comoriennes. La ministre est également revenue sur la nécessité du développement touristique de l'île. Si les chiffres de la délinquance annoncés par le préfet attestent d'une baisse significative de 12%, l'insécurité ne reste pas moins un frein à l'attractivité de l'île, au même titre que le prix excessif des billets d'avion. Il faut qu'on ait envie de venir à Mayotte, effectivement, parce qu'il y a des activités, ou qu'on ait un développement économique qui fasse qu'il y a un tourisme aussi d'affaires, ou qu'on ait beaucoup plus d'échanges de jeunes pour que ça se développe et pour que ça devienne intéressant, pour que d'autres compagnies viennent. C'est pas l'État qui va obliger d'autres compagnies à venir à Mayotte ou organiser une concurrence. Par contre, l'État se doit d'abord travailler sur les infrastructures, d'abord sur le volet sécuritaire, c'est essentiel et indispensable. Ensuite, sur l'aménagement, selon le développement du territoire. Et c'est là qu'il faut créer d'abord le produit Mayotte. Cette entrevue était également l'occasion de revenir sur les mesures à venir pour l'horizon mahorais dès 2019. La construction d'écoles, la rénovation du CHM, les projets d'assainissement de l'eau ou encore la création de missions éducation, santé et sécurité pour renforcer l'efficacité du service public. En tout, pas moins de 3 milliards d'euros seront engagés sur ce plan de grande envergure. La remise en question des compétences attribuées aux collectivités est également à l'ordre du jour. Il y a l'exemple du RSA. Le RSA, le président du département a souhaité que l'État reprenne le RSA à sa charge et en gestion. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons gérer le RSA. Nous le faisons pour la Guyane et pour Mayotte. Le tout, c'est 170 millions que l'État va reprendre effectivement en partie à sa charge. Lors de son déplacement officiel à Mayotte du 13 au 15 mai 2018, la ministre des Outre-mer avait tenu à rappeler que ce plan ambitieux ne signifiait qu'une première étape de développement. Une vision sur un plus long terme s'impose quant à la place que nous voulons donner à Mayotte dans l'océan Indien. Proclamée leader du collectif de Mayotte, Estelle Youssoufa continue de s'exprimer sur la situation au sein du département. Elle porte ainsi un regard très critique sur l'invitation du président Azali lors des cérémonies du 11 novembre. Car si des Comoriens sont morts pour la France lors de la Grande Guerre, le contexte actuel avec le pays voisin et le régime en place ne mérite selon elle aucun honneur. Pire, Estelle Youssoufa demande une intervention militaire de la France pour lutter contre l'immigration clandestine. Écoutons sa réaction au micro de Patrick Millan.
On a dit qu'il était possible que les forces militaires françaises interviennent aux Comores pour détruire les usines Aquassa. Ça fait partie des prérogatives. Vous envoyez l'armée aux Comores. Mais non, mais écoutez, vous envoyez. Non. Je ne le dis pas gratuitement. C'est-à-dire que le président Hollande l'avait fait, par exemple, en Syrie, quand on estime que les intérêts français sont directement menacés, c'est de la légitime défense. Ouais. En l'occurrence, c'est Mayotte qui est menacée. C'est un territoire, un département français. Le chef de l'État a tout à fait la prérogative d'agir. Il ne s'agit pas de déclarer la guerre aux Comores, il s'agit d'opérer de manière précise sur ces usines Aquassa et d'empêcher la population comorienne de débarquer massivement à Mayotte parce que là, on n'en peut plus et je pense que c'est un constat qui est partagé. Les autorités à Paris le disent. Maintenant, il faut agir. Il ne s'agit plus de continuer à parler dans le vide. Il s'agit d'avoir des actions concrètes, de fermer le robinet des aides bilatérales. La France est le premier partenaire des Comores au niveau des aides. Moi, j'ai regardé, on est à 135 millions d'euros entre 2014 et 2020 d'aides françaises envers les Comores. Depuis le vendredi 26 octobre, l'ensemble du personnel du lycée agricole de Coconi est en droit de retrait. Après une rencontre avec la DAF et la direction de l'établissement, les représentants du personnel déplorent qu'aucune mesure concrète ne leur a été annoncée et que le ministère de l'Agriculture n'ait pas conscience de la situation d'insécurité dans laquelle se trouvent les apprenants et les personnels du lycée. Seule action envisagée venant de la direction, la mise en place d'un agent de sécurité sur le site de Valarano. L'ensemble du personnel du lycée a donc décidé de poursuivre son droit de retrait, tandis que ce matin, des élèves étaient également sur place pour demander la réouverture de l'établissement. Abbas Salidi Aminariti et Daniel Deragakoura. Ils étaient près d'une trentaine ce matin à tenir le camp devant les services de la DAF, munis de banderoles sur lesquelles on pouvait lire leur mécontentement. Ils, ce sont les enseignants du lycée agricole de Coconi, fermés depuis maintenant 3 semaines. On est venu ici aujourd'hui parce que notre hiérarchie là, n'a pas l'air de nous comprendre ou ne nous entend pas. On a beau leur expliquer depuis l'année dernière. Cela fait en effet plusieurs mois, voire des années que vols et agressions divers sont devenus légion à l'intérieur et aux abords de l'établissement. Et face à cette situation qui perdure, les enseignants ont pendant un temps usé de leur droit de retrait, mais les résultats obtenus n'ont pas répondu à leurs attentes. L'année dernière, on avait déjà fait le droit de retrait et on a eu un agent de sécurité qui filtrait l'entrée au niveau de l'établissement. On pouvait voir qui rentrait, qui sortait. Et à la fin de l'année, son contrat n'a pas été renouvelé, on ne sait pas trop pourquoi. Et on est resté comme ça jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, les enseignants sont décidés à ne rien lâcher. Ils ont ainsi transmis à leur hiérarchie une liste de 20 mesures qu'ils souhaitent voir mises en place. C'est donc à cette seule condition qu'ils sont disposés à reprendre le travail. Qu'il y ait quelqu'un qui surveille les allées et venues, les entrées et sorties du lycée. Après, au niveau du site de Valarano, où il y a eu l'agression qui a déclenché notre droit de retrait, on veut aussi une surveillance. Il y a aussi l'autre site, l'atelier agroalimentaire, on veut aussi que ça soit surveillé parce qu'il n'y a pas que dans l'enceinte du lycée, mais il y a aussi les 2 autres sites où il y a des vols fréquemment. Donc on veut que ça soit sécurisé, qu'il y ait de la surveillance. Au-delà de cette surveillance sur le site, les enseignants demandent les moyens adéquats pour pouvoir lancer l'alerte en cas de nécessité. Beeper, sifflet ou encore talkie-walkie font ainsi partie de la liste de leurs exigences. Reste à espérer que les choses rentreront rapidement dans l'ordre et ce, afin que l'établissement puisse rouvrir ses portes et de nouveau accueillir les élèves et leurs enseignants. Colère toujours, mais à nouveau du côté du collectif de Mayotte. Ce matin, une trentaine de membres de l'organisation étaient présents devant le tribunal de grande instance. Tous étaient présents pour soutenir Ampa, interpellé le 16 octobre dernier lors d'une action de fermeture du dispensaire de Jacaranda. Déficient mental, l'individu a été placé en garde à vue et était convoqué ce matin devant le délégué du procureur dans le cadre d'un rappel à la loi. Pour son avocat, cette affaire est scandaleuse dans la mesure où plusieurs lois ont été bafouées. Écoutons sa réaction au micro de Abbas Salidi. Cette procédure a été bafouée dès le début parce que Ampa, c'est une personne dont le discernement, le psychique est altéré. Donc il aurait pu bénéficier des mesures
protectrice de l'article 706-113 du Code de procédure pénale, à savoir que son tuteur devait être présent lors de la mesure de garde à vue. Or, ça n'a pas été le cas. Un avocat devrait être avisé de cette mesure de garde à vue et assister en pas. Ça n'a pas été le cas. Donc, on estime que la nullité de la procédure doit être encourue. En tout cas, il y a un arrêt qui est apparu récemment, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 14 septembre 2018. Cet arrêt condamne lourdement la France. Je le dis, cet arrêt condamne lourdement la France pour avoir violé les droits de la personne mise en cause, parce que tout simplement, cette personne était sous le régime protecteur de la tutelle. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 5 novembre. Une intersyndicale de l'éducation nationale vient de se constituer afin d'exiger des moyens massifs pour l'éducation à Mayotte. Elle est constituée de la CGT Éducation, la FSU, le SGEN, CFDT, Sud, SE, UNSA et FO. Selon ces syndicats, le passage de vice-rectorat en rectorat ne pourra se faire sans un niveau d'investissement prenant en compte les besoins réels du département. Les organisations revendiquent une politique d'attractivité ambitieuse avec un taux d'indexation de 1,53 minimum, des mesures d'accélération de carrière ou encore une bonification conséquente pour la mutation. L'intersyndicale réclame par ailleurs une augmentation immédiate et conséquente des moyens permettant d'améliorer les conditions de travail des personnels et d'accueil de tous les enfants. Enfin, l'intersyndicale demande, je cite, l'arrêt immédiat de l'actuelle politique de précarisation des personnels de notre service public d'éducation, ainsi que des mesures de justice et de protection sociale pour les personnels. Pour faire entendre ces revendications, un appel à la grève a été lancé pour ce lundi 12 novembre à 9h. Sans surprise, le député Mansour Kamardine porte un regard très critique sur le projet de loi de finances 2019. Dans un communiqué intitulé « Stagnation, tour de passe-passe et aucun investissement structurant pour Mayotte », le parlementaire affirme notamment, je cite, « À Mayotte, les crédits 2019 en engagement comme en paiement sont en euros constants équivalents à ceux de 2018. Il n'y a donc aucune traduction budgétaire du plan pour Mayotte présenté en 2018. Selon lui, la seule mesure imputable au gouvernement pour Mayotte est la reprise du financement du RSA par l'État. » Pour conclure et après un pamphlet, comme le député d'opposition aime en faire, Mansour Kamardine affirme, je cite, « À Mayotte, le budget 2019 est un budget d'abandon des espoirs de mise à niveau et un budget de mise en concurrence entre les différentes politiques publiques. Il n'y a pas d'en même temps, je ne l'accepte pas. Je demande aux élus de la majorité de se ressaisir. Pour ma part, je ne laisserai pas faire. Jour après jour, je maintiendrai la pression sur le gouvernement. » Jeudi dernier, alors que l'île vivait au rythme du 1er novembre, 5 mineurs et 3 jeunes majeurs, tous en situation irrégulière sur le territoire, ont été découverts à demi conscients proche de la rivière Damjago dans la commune de Mtsamboro. Selon les premières informations, les individus ont été intoxiqués en buvant l'eau de la rivière, en proie à toutes sortes de déchets. 4 victimes ont été évacuées au dispensaire de Dzumonier. Une 5e a été emmenée au CHM en raison de son état de santé jugé inquiétant, sans pour autant que le pronostic vital ne soit engagé. L'ARS en charge de contrôler la qualité de l'eau sur le territoire a été informée, tandis que les autorités ont entamé une campagne de sensibilisation pour que la population ne s'abreuve pas dans ce cours d'eau. On termine cette édition avec du basket et la finale de la Coupe régionale qui a eu lieu ce week-end. BCM, qui domine à Mayotte depuis plusieurs années, affrontait les Gladiators de Doujani. Score final 98-79 pour les joueurs de Mtsapéré qui vont désormais viser plus haut avec d'abord un match contre la Réunion, puis un éventuel 16e de finale de Coupe de France en métropole. Si cette finale n'a offert que peu de suspense pour la Ligue qui prépare les Jeux des îles, elle permet de faire le point sur l'état de forme des joueurs sélectionnables à quelques mois du grand rendez-vous sportif de l'océan Indien. Le point dans ce sujet signé Leslie Vimenet. BCM contre Gladiator de Doujani. Sur le papier, il y avait une division d'écart entre les deux équipes et à la mi-temps, les Mtsapérois dominateurs n'ont laissé que peu d'espoir à leurs adversaires. Pour le chef du basket au conseil départemental, difficile d'imaginer un retournement de situation lors des 2 prochains quarts-temps. La tendance quand même doit nous faire dire que c'est le BCM qui devrait l'emporter quand même largement par rapport à leur suprématie régionale. Je pense qu'il n'y aura pas trop photo.
Mais c'est une finale, tout est possible. Malgré les 7 points d'avance accordés en début de match, les Gladiators, invités surprise de cette finale, n'ont pu que constater la supériorité de leurs adversaires qui remportent la Coupe régionale pour la 3e année consécutive. Présent pour ce grand rendez-vous, Faïz, le sélectionneur en vue des Jeux des îles, a eu bien du mal à se faire une idée claire sur le niveau de jeu réel des joueurs sélectionnables. Il y a aussi des possibilités de voir d'autres joueurs. Maintenant on les connaît un peu. Là, comme dit, sur ce match-là, il n'y a pas de joueurs qui sortent du lot, c'est un peu difficile. Également présent, le président de la Ligue régionale de basket de Mayotte se projette déjà sur les Jeux des îles. En effet, ce dernier a fixé des objectifs importants et espère que les filles et les garçons ramèneront chacun une médaille de l'île Maurice. Les 2 sélections vont monter en puissance, mais pour le moment, il y a beaucoup de travail parce que voilà, on est qu'au début. Rendez-vous dans 9 mois et je pense que avec les joueurs que nous avons ici à Mayotte et les quelques joueurs qui sont en métropole, qui évoluent en métropole et à La Réunion, en les regroupant, on peut sortir quelque chose. C'est pour cela que je pense qu'on aura un bon cru pour l'été prochain. En attendant les Jeux des îles, un premier grand rendez-vous attend les joueurs de BCM le 1er décembre prochain. Les Mtsapérois vont affronter le champion réunionnais avant pourquoi pas de représenter Mayotte et l'océan Indien en 16e de finale de la Coupe de France. Jusque maintenant, il n'y a jamais eu de souci contre La Réunion, mais un match n'est jamais gagné d'avance. Et j'espère en tout cas qu'ils vont battre La Réunion et puis cette fois-ci aller plus loin que les autres années en métropole, c'est-à-dire passer les caps des 16e de finale. Et je leur souhaite une très bonne chance puisqu'on est là maintenant pour BCM et aller BCM. Toute la Ligue sera derrière l'équipe mahoraise qui partira une nouvelle fois favorite contre l'équipe réunionnaise. Rendez-vous est donc pris le 1er décembre pour une finale qui se jouera à Mayotte. C'est la fin de votre journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bonne soirée et à demain.